Ouais,
Un petit bouton rouge pour la nuit. Il y a de l'être déjà. Bonjour, bonjour. Ça va? Tout le monde m'entend? Ça marche, c'est bien. Ah, est-ce que tu avais des mutes de ce côté-là pour la présentation? Ok, parfait. Et pour l'enregistrement, pour lancer l'enregistrement? Ok. Ok, très bien. Bah, ça a l'air bon. Bon matin tout le monde, bienvenue à la défense au tête de personnage. En édition quotidienne. Alors, nous présentons l'URH, j'ai en fait des rapporteurs, je suis chercheur à l'Institut de Montréal, au cardiologie montréalais, professeur de et responsable de section vieillissement avec ces études. Les membres du jury aujourd'hui seront commençant par le membre externe, le Jean-François Gagnon, qui est professeur titulaire à l'UQAM en psychologie, neuropsychologue, chercheur au fond d'études avancées du domaine de recherche de la RTK et titulaire de la recherche canadienne en vieillissement pathologique. Je suis dit au long de la charge. Le membre interne sera dans une vague également de psychologue, chercheur du service de l'Université de Montréal et porteur de Montréal. Et le représentant du doyen qui est le responsable, en fait, le directeur du programme de sciences médicales de l'Université de Montréal, qui est enfin, la dernière personne à présenter avant de laisser le candidat parler, c'est son directeur de thèse, Alexandre Pingarou, qui est inspecteur de recherche et chercheur clinique de Montréal. Alors, monsieur le rapporteur, vous nous avez présenté une thèse sur une thèse, le rôle des symptômes neuropsychiatriques dans le technique du paramètre association culturelle cérébrale et neuropsychologique, entre le champ de motif de docteur et mon en pleine détermination. On recommande à Chiffon, donc, pour 20 minutes pour nous faire une présentation de l'Utah. Après cette présentation, il y aura un tour de questions, commençant par le membre externe. Ensuite, le membre interne. Ensuite, je pourrais suivre les questions que le président peut poser des questions. Ensuite, le directeur de thèse. En général, on fait 20 minutes par évaluateur et un second tour de questions. Après ce tour de questions, les membres de l'Assemblée ce matin ont invité à poser des questions. Vous en avez des commentaires aux candidats. Ensuite, la salle devra quitter et nous, les examinateurs, resterons ici pour discuter de l'examen. Qualité à revenir au ballon que ça convient. Très bien. Alors, merci beaucoup, Louis.
Bonjour à toutes et à tous déjà. Merci pour votre présence, que ce soit famille, amis, et membres du jury qui vont bien accepter l'évaluation de ce travail, de ces travaux. Je ne vais pas revenir sur le titre qui a déjà été énoncé, je vais enquiller tout de suite sur ce que je vous propose pour ce matin. Alors, je vais faire un bref retour sur la notion de symptômes neuropsychiatriques et pourquoi c'est important de les étudier dans le vieillissement. Euh, Ensuite, je parlerai brièvement de mes premiers travaux, les plus anciens particulièrement, et je rentrerai un peu plus dans le détail sur les travaux actuels, les travaux qui sont en cours de finition et ceux qui ont le plus évolué dans ces derniers mois, je dirais, puisque les premiers étant pour l'essentiel déjà publiés, ils n'ont pas beaucoup changé depuis 2-3 ans. Et on abordera très brièvement quelques perspectives d'avenir et le mot de la fin. En tout cas, ce que vous pourriez retenir pour l'essentiel de ces travaux. Alors, concernant les symptômes neuropsychiatriques, ils ont à l'origine été décrits dans la démence. On parlait parfois de symptômes psychopathologiques et ils se décrivent généralement comme des perturbations psychologiques et comportementales, pardon. Pourquoi les deux? Parce qu'il peut s'agir de perturbations de l'humeur, comme des symptômes de dépression, des symptômes d'anxiété, des choses qui touchent plus aux émotions, l'irritabilité, et ils peuvent être parfois plus comportementaux, comme de l'agitation motrice, verbale, des comportements moteurs aberrants, des anomalies liées au comportement nocturne, comportements liés à l'appétit, etc. Alors même si à la base ils ont été décrits dans la démence, au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que ces symptômes pouvaient être présents dans des stades beaucoup plus légers, comme dans le trouble cognitif léger, et même certaines études les ont mises en évidence chez les personnes cognitivement saines. Et pourquoi c'est important de s'intéresser à ces stades-là? Parce que ces symptômes sont souvent source de souffrance pour les proches, pour les soignants, pour les personnes en elles-mêmes. Elles ont pu être associées à des risques de déclin accélérés, plus précoces, pour des études plutôt longitudinales, et ainsi qu'à des structures, à des accélérations d'atrophie cérébrale, de plus important hypométabolisme pour les études qui s'intéressaient au métabolisme cérébral, etc. Et une des principales questions qu'on se pose, c'est est-ce que finalement on peut étudier de manière très précoce ces symptômes pour essayer d'anticiper et de prédire le déclin futur, là en l'occurrence dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Brièvement, pour décrire les principaux objectifs des travaux que je vais vous présenter, on a cherché à déterminer certains facteurs qui pourraient favoriser l'apparition des symptômes neuropsychiatriques, ainsi que leurs impacts, leurs relations avec les performances cognitives dans différents stades de déclin. Comme je disais précédemment, stade de maladie d'Alzheimer diagnostiquée, troubles cognitifs légers ou chez les personnes qui ont une cognition saine. Dans un second temps, on cherche à mieux comprendre les associations cérébrales, morphologiques notamment, de ces symptômes dans ces différents stades de déclin. Et on regarde aussi comment on peut associer la présence des symptômes avec les structures cérébrales pour essayer de mieux classer, de mieux anticiper le diagnostic de troubles cognitifs légers ou le diagnostic de maladie d'Alzheimer chez les personnes qui évoluent dans le temps. Alors, j'insiste beaucoup pour l'instant sur les structures cérébrales, mais on verra plus tard que d'autres choses peuvent être envisageables. Alors, pour revenir sur les premiers travaux, on a commencé par s'intéresser aux relations avec le sexe, puisqu'il y a plusieurs travaux qui ont montré des différences en termes d'apparition des symptômes neuropsychiatriques, où les hommes et les femmes pouvaient présenter de manière assez différente les différents symptômes, plus de dépression chez les femmes, par exemple, alors qu'on pouvait retrouver plus d'apathie, d'agitation ou d'irritabilité chez les hommes. Là, on a vérifié, en l'occurrence, ces différences à partir des bases de données ADNI et NACC. On a vu qu'effectivement, en fonction des stades de déclin, cognitivement normal, troubles cognitifs légers ou maladie d'Alzheimer, plusieurs différences pouvaient se retrouver, quand bien même on retrouve un pattern assez similaire de symptômes, dans le sens où, au travers des différents stades, les plus hautes prévalences de symptômes neuropsychiatriques étaient relativement les mêmes. On trouvait notamment que les hommes présentaient plus d'agitation, plus d'apathie, et les femmes avaient une tendance à présenter plus de dépression au stade de maladie d'Alzheimer. Et on s'est intéressé aussi aux liens, aux associations cognitives dans ces différents groupes, et on trouvait que, de manière générale, les hommes
avec certains symptômes neuropsychiatriques, présentaient des performances cognitives amoindries, que ce soit en lien avec l'apathie, en mémoire de travail, même en lien avec la dépression en fluence sémantique. J'arrive pas à lire, en attention focalisée, alors que le pattern pouvait être inversé chez les femmes, c'est-à-dire qu'on trouvait que les femmes avec symptômes neuropsychiatriques pouvaient présenter de meilleures performances que les hommes, ou alors pas de différence. Voilà. Donc à plusieurs niveaux, on retrouvait des différences entre les hommes et les femmes en fonction des stades de déclin. Dans un deuxième temps, on s'est intéressé aux associations morphologiques cérébrales, morphologiques parce qu'on s'est intéressé à la fois aux épaisseurs corticales, les volumes corticaux, les surfaces corticales et les volumes sous-corticaux. Et ce qu'on trouvait, c'est que au travers des différents symptômes, les associations étaient différentes, pouvant signaler que chaque symptôme peut avoir sa signature morphologique cérébrale. Et que cette signature pouvait varier en fonction des groupes, les associations n'étant pas les mêmes entre les sujets cognitivement normaux, entre les sujets TCL, troubles cognitifs légers, et avec maladie d'Alzheimer. Ce qu'on retrouvait par contre de manière générale, c'est que dans les groupes cognitivement normaux et troubles cognitifs légers, on avait plus d'associations hémisphériques droites, alors que cette préférence, entre guillemets, pour l'hémisphère droit avait tendance à s'équilibrer dans le groupe atteint de la maladie d'Alzheimer. Ce sont des choses qui avaient été déjà décrites dans la littérature, à savoir qu'avec l'avancée de la maladie, les asymétries de ce type avaient tendance à s'atténuer. Basé sur ces premiers travaux, que ce soit les associations morphologiques ou les associations avec le sexe, on s'est intéressé aux caractéristiques qui permettraient d'anticiper la conversion de sujets cognitivement normaux à troubles légers et de troubles légers à maladie d'Alzheimer suite à un suivi de 4 ans. On a regardé en fait de manière rétrospective au temps de base les caractéristiques qui étaient différentes entre les groupes qui étaient amenés à convertir versus ceux qui ne convertissaient pas. Alors ici, on a regardé à la fois des caractéristiques démographiques, des caractéristiques neuropsychiatriques, neuropsychologiques et cérébrales, morphologiques cérébrales. Et ce qu'on trouve, c'est que les symptômes neuropsychiatriques étaient seulement impliqués dans la conversion troubles cognitifs légers à maladie d'Alzheimer, sous réserve que, en association avec d'autres choses, bien sûr, que ce soit neuropsychologique ou cérébral, mais les symptômes neuropsychiatriques restaient significatifs. Jusqu'à ce que l'on inclue dans les modèles un score d'habilité fonctionnelle, donc tout ce qui est capacité à réaliser des tâches de la vie quotidienne, souvent évaluées par les proches d'ailleurs. Et à partir du moment où on considérait ces habilités fonctionnelles, la significativité des symptômes neuropsychiatriques disparaissait, suggérant qu'en fait, on pourrait imaginer différents déroulements, différentes temporalités du rôle, de l'impact des symptômes neuropsychiatriques, où nous, notre postulat de base, c'était, voilà, est-ce que les symptômes neuropsychiatriques peuvent être déclencheurs du reste, finalement, les anomalies cognitives, les anomalies cérébrales, etc., alors que les symptômes neuropsychiatriques pourraient être plus loin, dans certains cas, dans cette temporalité. On pourrait imaginer des personnes qui... pardon. On pourrait imaginer chez des personnes une réduction de certains processus cognitifs qui seraient compensés dans un premier temps, soit par différentes stratégies exécutives qui seraient efficaces, mais plus coûteuses cognitivement. Ce coût cognitif pourrait mener aussi à un coût émotionnel, mener à de la frustration, mener à de l'irritabilité, et ainsi, de fil en aiguille, mener à des... Moi, je ne sais pas du tout comment mute les micros. Comment? Oui, donc, je ne sais plus. Je disais que les symptômes neuropsychiatriques pouvaient être une conséquence, en l'occurrence, des réductions de fonctionnement des personnes. Même si les personnes restent autonomes, le simple fait d'émettre plus d'énergie
à réaliser certaines tâches pouvait mener au développement des symptômes neuropsychiatriques et de fil en aiguille à une réduction des activités, à une réduction de la communication qui pourrait être une espèce de transition vers les états de troubles cognitifs plus sévères. Enfin, on s'est aussi intéressé aux états antérieurs à ces potentiels symptômes neuropsychiatriques, à savoir est-ce que certains troubles mentaux, en l'occurrence, pouvaient augmenter la probabilité d'avoir des symptômes neuropsychiatriques et des performances cognitives plus faibles. Puisque dans les symptômes neuropsychiatriques, un des plus étudiés, c'est en fait la dépression, qui a été associée à plein d'atrophies cérébrales, à plein de réductions de processus cognitifs, diminution de performance. Mais finalement, la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on peut mettre en évidence des distinctions avec le trouble dépressif majeur qui, lui, a été moins étudié dans le vieillissement et particulièrement en lien avec les structures cérébrales ou plus encore avec les processus cognitifs et dans le vieillissement pathologique dû à la maladie d'Alzheimer. Et là, ce qu'on trouvait, c'est que les personnes qui avaient une dépression majeure présentait davantage de symptômes neuropsychiatriques dans tous les stades du déclin, et particulièrement, il y avait davantage de délire, par exemple, dans le stade de troubles cognitifs légers, et dans tous les groupes, il y avait davantage d'anxiété, davantage d'irritabilité, davantage d'apathie, etc. En conséquence de cela, on s'attendait à trouver des processus cognitifs plus faibles, plus altérés chez les personnes qui présentaient des symptômes, qui présentaient un trouble dépressif majeur, et ça n'a pas été le cas. Les plus faibles, les impacts négatifs, les associations négatives, pardon, avec les processus cognitifs n'apparaissaient seulement que chez les personnes avec troubles cognitifs légers ou chez les personnes avec maladie d'Alzheimer. Suggérant que dans l'évaluation des symptômes neuropsychiatriques, on devrait très clairement orienter aussi les évaluations sur les états, les troubles mentaux antérieurs, même de plusieurs années. Pour poursuivre sur la lancée des états antérieurs, on s'est aussi intéressé avec une équipe suédoise à l'impact de la personnalité sur l'apparition des symptômes neuropsychiatriques. Et le postulat de base, c'était que dans différentes approches théoriques de la personnalité, il y a certains traits qui ont pu être associés à un déclin accéléré, à un risque plus élevé de développer une maladie d'Alzheimer, et particulièrement le neuroticisme dans la théorie de la personnalité du Big Five, ou l'évitement de la souffrance dans la théorie de Cloninger, qui distingue des traits des traits de tempérament innés et des traits de caractère qui sont plus acquis. Alors, ces traits de personnalité étaient associés à de plus faibles performances cognitives, d'une part, à un risque de déclin accéléré dans le vieillissement, d'autre part, et ce, même si la personnalité était évaluée à un âge moyen d'une quarantaine d'années, par exemple. Il y a d'autres travaux qui ont montré que certaines caractéristiques de personnalité augmentaient le risque de développer des troubles mentaux. Et ça a été le cas de la proximité à l'expérience et la tendance à la passivité, qui sont assez proches du neuroticisme et de l'évitement de la souffrance dans la classification de Cloninger. Et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que ces mêmes symptômes pouvaient augmenter la probabilité de développer des symptômes neuropsychiatriques dans le vieillissement, même chez des personnes n'ayant pas de troubles mentaux, puisqu'on sait que ces traits de personnalité ont été associés à un risque de troubles mentaux. Et si c'est le cas, est-ce que, de la même manière, ces traits pouvaient s'associer de manière transversale et longitudinale à des performances cognitives plus faibles? Et si oui, est-ce que ça se retrouve uniquement chez les personnes qui développent une maladie d'Alzheimer ou est-ce que ça se retrouve aussi chez les personnes qui maintiennent un vieillissement normal? Donc, on a basé le travail sur le cadre de données Betula, qui est une base de données suédoise longitudinale. Pour les participants les plus anciens, les suivis peuvent aller jusqu'à 30 ans. Il y a au total 4500 participants, dont certains ont pu être suivis tout au long du cadre de données. Alors, grâce à des modèles linéaires à effet mixte pour lesquels on a mis en covariable, on a contrôlé un certain nombre de paramètres, comme l'âge, le sexe, puisqu'on sait qu'il peut y avoir un impact, une association avec certains symptômes neuropsychiatriques, le niveau de scolarité et certains facteurs de risque de maladie d'Alzheimer ou de vieillissement accéléré, le génotype APOE en l'occurrence.
Et ce qu'on voit, c'est que même si on considère à la fois des sujets cognitivement normaux et qui évoluent de manière parfaitement normale, et des personnes qui développent une démence de type Alzheimer, les personnes qui ont une proximité à l'expérience qui est comment dire, qui est très proche du neuroticisme, hein, donc des affects très négatifs, des comportements d'évitement vis-à-vis des situations sociales, beaucoup de comportements qui mènent à de la solitude et des expériences de vie négatives. La mémoire épisodique a tendance à décliner plus vite, et cet effet se retrouve aussi même chez les personnes qui ne développent pas de maladies de maladies du vieillissement. Là, on a considéré uniquement les personnes qui, sur toute la durée longitudinale, restent à la fois cognitivement en santé et en santé de manière générale. Cet effet se maintient aussi. Pour la tendance à la passivité, passivité dans les relations, dans les prises de décision, on retrouvait aussi cet effet de déclin plus rapide de la mémoire. Et pour chacun d'entre eux, on voyait que les volumes hippocampiques gauche diminuaient plus vite au cours du temps dans les mêmes groupes, hein, donc dans l'échantillon entier ici, et uniquement chez les sujets qui restent cognitivement en santé au cours du temps. Ce qui montre une certaine importance de l'étude de ces traits de personnalité. Un point très important que j'ai oublié de préciser ici, c'est que de la même manière, ces traits de personnalité étaient associés à davantage de symptômes neuropsychiatriques et une augmentation de la sévérité plus rapide de ces symptômes, particulièrement dépression, stress et j'ai un doute pour le sommeil, mais il me semblait que les troubles du sommeil étaient associés aussi. Et ce, même si parfois les symptômes neuropsychiatriques étaient évalués 10 ou 15 ans après l'évaluation des traits de personnalité, l'association restait significative. Maintenant qu'on s'est intéressé aux caractéristiques antérieures des participants étudiés, je vais passer à des travaux un petit peu plus annexes, mais qu'on pourrait tout à fait coupler aux approches structurelles cérébrales. On s'est intéressé avec une équipe belge sur l'association entre les symptômes neuropsychiatriques et le métabolisme du glucose dans la classification du TCL, du trouble cognitif léger, à savoir est-ce qu'on peut associer ces différentes caractéristiques pour classifier de manière assez précise des participants qui développent un trouble cognitif léger. Puisqu'il y a beaucoup de travaux finalement sur la structure cérébrale basés sur des IRM, il y en a quand même moins sur le métabolisme du glucose, alors que certains travaux ont montré que des hypométabolismes peuvent être repérables cliniquement parlant, avant de pouvoir voir des atrophies sur des imageries cérébrales en clinique notamment. C'est pour ça d'ailleurs que les informations sont souvent couplées. Pourtant, il y a certains travaux qui montraient des relations entre les symptômes neuropsychiatriques et différents hypométabolismes, comme des hypométabolismes frontaux et singulaires dans le cadre de la dépression, ou temporaux et insulaires en lien avec de l'irritabilité. Dans les études de prédiction de la maladie d'Alzheimer, les deux types de symptômes sont souvent étudiés de manière séparée, mais pas ensemble. Alors là, c'est un cadre de données plus modeste que l'on a utilisé avec l'équipe de l'Université de Liège, où on a comparé les métabolismes cérébraux des participants cognitivement normaux et TCL, et on s'est basé sur ces différences pour voir lesquelles pouvaient s'associer à la dépression, évaluée avec l'échelle de dépression gériatrique. Et ce qu'on retrouve, c'est que parmi les 29 ensembles métaboliques significatifs entre les deux groupes, il y en a seulement quelques-uns qui étaient impliqués dans la classification du trouble cognitif léger en association avec la dépression, où là, en l'occurrence, plus la dépression est élevée, plus la probabilité d'appartenir au groupe TCL est élevée. Et même chose pour des hypométabolismes de l'hémisphère droit, ce qui rejoint un petit peu ce qu'on disait plus tôt sur l'hémisphère droit, la préférence hémisphérique droit, disons, dans le TCL associé aux symptômes neuropsychiatriques. Et à la fin, on obtenait une détection des TCL, une bonne détection des TCL de 91% et 85% pour les personnes cognitivement normales. Dans la même lignée de l'utilisation des données métaboliques,
Des choses qui peuvent se détecter avant le métabolisme du glucose, ça va être le métabolisme des plaques amyloïdes et des charges tau dans le cerveau, qui sont des marqueurs physiopathologiques de la maladie d'Alzheimer. Et avec la même équipe, on s'est intéressé au devenir cognitif de personnes saines et qui restent saines dans le temps, au bout de 2 ans de suivi. Et on s'est intéressé à l'association symptômes neuropsychiatriques de dépression et d'anxiété avec ces données PET, pour voir si on pouvait classifier les personnes qui déclinaient un peu plus vite, les personnes qui déclinaient un peu au bout de 2 ans versus celles qui restaient parfaitement stables. Et ce que l'on trouvait, c'est que la dépression évaluée avec l'échelle de Beck pouvait s'associer à différentes charges taux dans le déclin de la mémoire. Et le modèle permettait de correctement classifier, je crois que c'est 92 et 92, grosso modo, des sujets qui déclinaient et de ceux qui ne déclinaient pas. Concernant les associations avec les plaques amyloïdes, c'était uniquement l'anxiété, évaluée avec l'échelle de Beck aussi, qui était associée aux différentes charges et qui permettait aussi de bien classifier 86% des personnes qui déclinaient sur le plan de la mémoire et 95% des personnes qui ne déclinaient pas. Pour faire un petit résumé de tout ce qu'on vient d'aborder jusqu'à maintenant, on peut retenir qu'au niveau des symptômes neuropsychiatriques, il y a des différences hommes-femmes qui peuvent être liées à différents facteurs, soit des facteurs génétiques, soit des facteurs hormonaux. On pourra y revenir, parce que c'est une littérature extrêmement riche. Des associations structurelles en IRM peuvent être mises en évidence pour les différents symptômes neuropsychiatriques. Les différences peuvent s'observer entre les différents stades de déclin. Basé sur ces différentes caractéristiques, on peut prédire en partie la conversion, avec une certaine probabilité en tout cas, la conversion de TCL à maladie d'Alzheimer, tout en soulignant l'implication importante des habilités fonctionnelles, ce qui pose la question de l'évaluation de la temporalité finalement des symptômes neuropsychiatriques, puisque dans la plupart des questionnaires, on va évaluer la présence des symptômes au cours de ces 2 dernières semaines, au cours de ces 4 dernières semaines, la plupart du temps. Mais on peut constater qu'en recherche, on ne détaille pas à ce point-là quels symptômes, quelles problématiques sont arrivés avant lesquels. Là où dans la clinique, on va s'intéresser à vraiment la date ou l'année d'apparition des différents symptômes, des différentes plaintes cognitives, où on essaie un petit peu plus de retracer l'histoire, enfin en tout cas c'est la perception que j'en ai eue à la lecture des articles, où on pourrait davantage s'intéresser à cette temporalité. Des états antérieurs peuvent être impliqués dans l'émergence des symptômes neuropsychiatriques, que ce soit la personnalité ou des troubles mentaux plus ou moins récents dans le vieillissement. En plus des données structurelles cérébrales, on peut y associer des données métaboliques qui, elles, semblent très impliquées, très significativement impliquées dans les classifications de troubles cognitifs légers ou de déclin cognitif au cours du temps. Et voilà, que ce soit au niveau du métabolisme du glucose ou au niveau des marqueurs physiopathologiques de la maladie d'Alzheimer, on voit finalement que tout ça forme un ensemble de caractéristiques qui peuvent s'associer aux symptômes neuropsychiatriques pour améliorer des modèles de classification diagnostique ou de prédiction. Donc, comme je le disais, on garde tout de même une grande importance des symptômes neuropsychiatriques, que ce soit dans la recherche ou dans la clinique, pour s'intéresser au vieillissement, qu'il soit normal ou pathologique. Bien évidemment, il y a certaines limites à ça, dans le sens où ces évaluations sont très subjectives. Ils peuvent être à la fois précurseurs et conséquences de troubles cognitifs ou de maladies. Et on peut les retrouver dans le vieillissement normal et qui peut rester normal au cours du temps. D'où une certaine prudence avec la présence de ces symptômes. Voilà, peuvent être associés à une réduction du fonctionnement, qu'il soit là aussi pathologique ou non. Mais on voit quand même globalement que ce soit les statistiques inférentielles ou les statistiques régressives qu'on a pu utiliser, elles tendent à souligner leur importance, leur implication, même si elles ne sont pas systématiques. Voilà, je vais m'arrêter là pour la présentation en tant que telle. Je vais juste faire quelques remerciements
pour toutes les personnes qui m'ont accueilli ici, Alex en premier lieu, qui m'a donné ma chance pour ce doctorat, et toutes les personnes qui se sont significativement impliquées dans notre laboratoire, les personnes qui m'ont accueilli, qui m'ont aidé à m'intégrer il y a 4 ans, les personnes qui se sont beaucoup investies dans les projets qui sont encore en cours et qui viennent de naître d'ailleurs, et bien évidemment les personnes qui m'ont encadré en Suède et en Belgique, l'université de Umeå et l'université de Suède en particulier, Christine Bastin et Sarah Pudas, qui m'ont accueilli, qui m'ont beaucoup appris et qui m'ont fait beaucoup évoluer au cours de ces dernières années. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je suis particulièrement impatient de pouvoir échanger plus en détail avec vous, parce que là, je suis passé brièvement sur un certain nombre de points et j'ai hâte de pouvoir creuser et voilà, approfondir tout ça. Je vous remercie pour votre attention. Ça va être fait, bon, super. Pour commencer, c'est positif, je dis ça. Sinon, tu vois la défense de l'Est, souvent, j'ai l'impression, Ça me va. c'est souvent, c'est un travail qui est assez long, mais très, beaucoup d'articles en sont sortis, beaucoup de résultats, donc c'est un beau travail qui a été fait, qui t'a permis d'approfondir sur tout un domaine assez vaste. Et maintenant, c'est l'étape de fêter, c'est-à-dire que très bien dit, tu veux échanger, c'est ce qu'on va faire. J'ai beaucoup de commentaires suite à la lecture que je t'ai envoyée. Je voulais demeurer dans ces commentaires-là, mais en même temps, il y a plein d'autres publics qui me sont venus également. Donc, c'est le fait de le désorganiser. Tu m'organises aussi, c'est le cas. Ça va. Donc, bravo, parce que plusieurs articles sont sortis. Certains sont en révision, je crois, ou à soumettre. C'est bien le cas. D'autres études, les deuxièmes ouvrages sur d'autres papiers également. Il y a des papiers qui sont en cours également. Aussi au post-doctorat également. Donc, je trouve ça quand même bien, cette lancée-là. Belle présentation également, vraiment, en termes de. Je me demandais comment tu allais faire en 30 minutes pour pouvoir mettre ces articles-là. Tu l'as fait de façon, je considère tout à fait vraiment bien, belle figure. Donc, tout à fait honneur. Donc, beaucoup de résultats, beaucoup de méthodes, de techniques de base de données. Si tu avais un résultat à défendre, celui que pour toi qui est le plus intéressant, mais le plus fort également, celui en fait de le plus confiance, ça serait lequel ou lesquels, je vais peut-être de n'avoir deux ou trois, mais si tu avais à faire une demande de subvention maintenant sur ce résultat-là, ça serait lequel et explique-moi pourquoi, explique-nous pourquoi ce résultat-là, pourquoi est le plus fort et le plus intéressant. Alors, pour moi, il n'y a pas d'hésitation, ce serait le travail sur la relation entre la personnalité, les symptômes neuropsychiatriques, le déclin cognitif et cérébral. Parce que je pense que c'est ce travail-là c'est le premier travail qui m'a amené à vraiment, en quelque sorte, sortir du champ de ma vision première des symptômes neuropsychiatriques, où, comme je le disais, la perspective qu'on avait, c'était, on a des symptômes neuropsychiatriques, ça amène à quoi en conséquence? C'est quoi qui va suivre les symptômes neuropsychiatriques? Alors que là, on avait une vision plus, disons, un peu plus médiatrice des symptômes neuropsychiatriques. On regardait ce qu'il y avait avant, pouvait augmenter leur probabilité d'apparition. Et déjà, l'approche m'intéressait parce que ça m'a permis de toucher un peu plus à l'aspect psychologique de la chose, puisque souvent, je trouve, quand on s'oriente en neuropsycho ou en neurosciences, l'aspect purement psychologique est parfois un peu négligé, dépendamment des sujets, bien sûr. Et là, ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir de retomber là-dedans. On s'est basé sur des symptômes neuropsychiatriques, des traits de personnalité qui ont été très peu étudiés. En tout cas, ceux qu'on a utilisés, qu'on a mis en évidence, qu'on a revalidés dans cette base de données-là. Il y a très peu d'études qui sont sorties dessus. On savait juste qu'ils étaient associés à des risques de troubles mentaux, mais dans le vieillissement, il n'y avait rien. Voilà, c'est une question vraiment nouvelle qui a été amenée. La base de données qui était très intéressante, très riche. Ça m'a permis de travailler avec des données à la fois structurelles, cérébrales, des données de diffusion que j'ai pas montré parce que
l'échantillon étant réduit, on n'a pas pu trouver d'association avec les traits de personnalité, mais je crois qu'avec le même échantillon que celui qu'on avait pour les évaluations cognitives, on aurait pu trouver des choses plus intéressantes. Et le fait de trouver des résultats qui parlent tout de suite, donc on contrôle le statut APOE, on contrôle l'âge, on contrôle plein de choses, on a fait des corrections statistiques assez fortes, et malgré ça, on voyait quand même que certains processus cognitifs déclinaient plus rapidement au cours du temps chez les personnes qui, au préalable, avaient une personnalité, certains traits de personnalité plus élevés, traits de personnalité plutôt négatifs, et que certaines de ces réductions cognitives plus rapides s'associaient avec des structures cérébrales attendues, à savoir les hippocampes gauche pour la mémoire épisodique verbale. Donc, c'est pas tout le temps qu'on arrive à trouver quelque chose qui fait du sens comme ça. Des fois, on se retrouve avec des résultats, on se dit, bon, comment j'interprète ça? Pourquoi j'ai ça? Je trouve pas de lien dans la littérature, j'en fais quoi dans ma discussion? Alors que là, ça a été quelque chose de tout de suite parlant. Et ouais, plus une grosse base de données. Et puis, j'ai appris plein de choses, hein, que ce soit en programmation. J'ai pu aller plus loin encore que ce que j'avais appris les années précédentes. Et je me suis un peu senti passer un deuxième stade dans la recherche. Donc, ouais, ce papier-là, ouais, je l'affectionne particulièrement. C'est un beau cheminement, c'est-à-dire justement, ça vous montre des choses qui ont été mieux étudiées, pour le patient, et que, bon, et si on se met dans l'idée que tu ferais une demande de subvention là-dessus, que tu fais un évaluateur de ça, il faut que tu sois capable également de voir les instruments de mesure par rapport à ce concept de personnalité. Est-ce que tu es satisfait de ça? Est-ce que tu voudrais, dans ton programme de recherche proposé, si tu outils-là ont des critiques, que tu voudrais les améliorer? Donc, au niveau de la méthodologie utilisée pour cette étude-là, qu'est-ce que tu penses des outils qui ont été utilisés? Moi, je connais très bien tout ça. Donc, vraiment, je parlais de toi, je me convainc que ce qui a été fait, ça a été plus ou moins bien fait. Et que là, toi, on a une recherche d'en faire mieux encore. Et sur la telle méthode, tu vas t'intéresser aux outils et tu vas vouloir les améliorer, ces outils-là. Donc, j'aimerais tout faire un peu des critiques par rapport aux outils que tu utilisais parce que le catalogue qu'il y avait. Et que là, maintenant, tu voudrais les améliorer. Qu'est-ce que tu fais pour améliorer la méthodologie d'un programme de recherche qui irait dans la direction que tu fais? Alors, je pense que je me baserai un peu sur le travail sur lequel on s'est basé, daté de 2018, je crois, qui a pris en fait de manière individuelle chaque item de l'inventaire de tempérament et de caractère de Cloninger. Il y a 240 items, je crois, avec 4 tempéraments et 3 caractères, qui ont été un peu décriés par la suite parce que tempérament est censé être inné, caractère est censé être acquis, et les études génétiques montrent que la correspondance en fait est pas tout à fait la bonne. Donc les auteurs, en l'occurrence, ont pris tous les items un à un, ont regardé lesquels étaient plus associés à un risque de troubles mentaux. Ils ont récupéré ces items-là et par une analyse factorielle, ils les ont regroupés en nouveaux traits de personnalité. Donc, en cela, je pense on pourrait faire la même chose avec l'apparition, le risque de symptômes neuropsychiatriques, le risque de déclin accéléré. Bon, là, on a pris ces traits de personnalité-là parce qu'ils étaient déjà là, puis il y avait déjà quelque chose de démontré derrière, mais on pourrait aller encore plus loin en reconsidérant l'ensemble des items et au lieu de les associer au trouble mental, on pourrait regarder les symptômes neuropsychiatriques ou d'autres choses comme ça. On pourrait faire la même chose avec le Big Five, en fait, puisque le Big Five en soi a été beaucoup plus utilisé dans la recherche alors que les deux sont nés à peu près au même moment, je ne sais plus, c'est 94 ou 96 pour le Big Five, et c'est les mêmes années pour l'inventaire de tempérament et de caractère. Et j'étais surpris de voir dans la littérature que le Big Five a été tout de suite très utilisé, le TCI non. Et en voyant les résultats que j'ai eus, je me disais, il y a peut-être eu un effet de préférence pour le Big Five, il est peut-être plus simple dans sa compréhension parce qu'il n'y a que 5 facteurs au lieu de 7. Il a été très soutenu par les analyses factorielles, statistiques, face à un outil qui a été pas mal validé et renforcé en ce sens. Peut-être que le TCI, dans sa conception, doit avoir des faiblesses que le Big Five n'a pas, mais ça n'empêche pas qu'il n'est pas dénué d'intérêt et qu'il aurait mérite à être davantage creusé en ce sens, soit par l'approche des items individuels,
soit par l'approche des facteurs, parce qu'il y a quand même des travaux qui montrent que l'évitement de la souffrance, par exemple, s'associe à des performances cognitives plus faibles dans le vieillissement et des styles de vie différents. Et voilà, en ce sens-là, il y aurait des choses à creuser qui peuvent être soutenables statistiquement parlant. On l'a fait d'ailleurs, on avait regardé la validité interne des traits qu'on utilisait, on retrouvait presque la même chose que l'étude originale qui avait montré ces, ces traits-là. Donc, au niveau de la neuroimagerie, j'ai un mélange. C'est pour une vacance, ouais, ça s'évolue. Ouais. Quelle autre technique tu peux utiliser, à la fois fonctionnelle ou anatomique? Quelle autre technique te permet peut-être d'aller chercher des anomalies que tu utilises un peu pas les techniques? Ou tu connais d'autres techniques, en fond, mais ces techniques-là, dans une forme de fond, toujours, tu dirais, ben, j'ai eu des résultats avec le volume, mais maintenant, je m'intéresse à autre chose de cette structure. Qu'est-ce que je pouvais aller chercher dans l'hippocampe comme technique pour mettre en valeur des nouveaux résultats? C'est un peu plus loin. Bah, là, en l'occurrence, pour l'hippocampe, on avait aussi des données de diffusion pour lesquelles on avait des données, des réseaux qui partaient de l'hippocampe. Alors, je ne me souviens plus des réseaux exacts, mais des réseaux hippocampiques fornix, hippocampiques singulaires. On avait des données comme ça. Et bon, malheureusement, rien n'est ressorti significatif en lien avec les traits de personnalité. Les effets du temps, par contre, étaient très, très forts. Mais la technique reste valable à mon sens, puisque, par exemple, dans les données cognitives, on avait des échantillons pour un niveau baseline, en tout cas, on devait avoir presque 1200 participants, et on se retrouvait avec presque le triple ou le quadruple de données longitudinales, alors que pour le sous-échantillon IRM, on en avait comme 250 avec un temps de suivi moindre par rapport au suivi cognitif. Donc, si on avait eu le même échantillon, très certainement qu'on aurait pu avoir des données plus intéressantes là-dessus. Concernant d'autres méthodes d'imagerie, on aurait pu utiliser une segmentation plus précise des hippocampes, parce que là, on a pris l'hippocampe dans sa totalité. On aurait très bien pu regarder au niveau des sous-structures. Et sur le plan cortical, c'est pareil, là, pour éviter une trop grande correction statistique, en l'occurrence, on s'est limité aux différentes régions, aux différents lobes, principalement associés à la personnalité, à savoir le préfrontal, le temporal, voilà, tout ce qui était sous-cortical, on l'a pris un petit peu à part, puisque la question étant le vieillissement, on ne pouvait pas passer à côté de ça. Mais voilà, d'autres segmentations pourraient être utilisées, des atlas un peu plus précis, parce que voilà, c'est pas parce qu'on voit rien au niveau d'un lambeau entier qu'il n'y a pas un truc quelque part qui pourrait être très. Donc, paramètres de neuroimagerie, ouais. La surface. Ouais. Oui, par exemple, tout à fait. Tout à fait. Une dernière question, puis on continue avec ça, mais peux-tu m'expliquer en quoi ces traits de personnalité-là mettent une personne plus à risque de développer, d'avoir un déclin cognitif? Je parle vraiment de facteurs, est-ce qu'il y a des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux, parce que bon, c'est beau de faire un lien, mais si tu veux aller plus loin et éventuellement peut-être même explorer tous ces facteurs-là pour les associer à ton programme de recherche, quelques minutes là-dessus, dans l'aspect génétique, l'aspect. Alors, complètement. Alors, pour ces traits de personnalité, ceux qu'on a utilisés, j'ai rien trouvé à ce sujet, mais on sait qu'il y a une certaine proximité entre ces traits de personnalité-là et ceux qui ont déjà été mis en évidence dans le Big Five et puis les premiers facteurs du TCI. Et il y a plusieurs études qui ont montré tout à fait des associations entre différents génotypes du transport de la dopamine en lien avec le trait de dépendance à la récompense qui vient du modèle du TCI, ou alors c'était des différents génotypes du transport de la sérotonine qui étaient associés à des scores plus ou moins élevés du neuroticisme. Voilà, il y a des choses effectivement qui sont mises en évidence comme ça, qui ne sont pas systématiques au travers des études. D'ailleurs, c'est ces études-là qui ont montré que les tempéraments du TCI n'étaient peut-être pas forcément des tempéraments tels qu'on l'entend. Pareil pour les caractères qui étaient davantage associés à certains génotypes plutôt que les tempéraments et vice-versa. Donc, d'où la questionnabilité de l'outil. Donc, il y a ça d'une part. Et par leur essence même, effectivement, les traits de personnalité
vont avoir une influence sur la vie de l'individu, puisque selon les traits de personnalité, les échanges sociaux, la recherche d'activités, la recherche de nouveautés, la curiosité, l'ouverture aux autres, l'altruisme, tout ça seront des choses très différentes. Et on sait typiquement que dans l'évitement de la souffrance ou dans le neuroticisme, les personnes ont beaucoup plus tendance à éviter tout ce qui va être stressant, à éviter le moindre risque, à avoir une vision du monde très négative et à être moins stimulées au cours de leur vie. Ce sont des personnes qui peuvent avoir aussi des comportements un petit peu plus à risque, à négliger leur personne, leur santé personnelle. C'est des personnes qui ont moins confiance en elles, parfois, qui vont avoir une estime de soi plus faible, qui vont être, ou au contraire, qui vont être plus dépendants des autres sur le plan décisionnel. Et voilà, et tout ça, ce sont des choses qui peuvent à la fois mener. Alors, il y avait quelques études qui montraient un risque accru pour certaines maladies chroniques, hypertension, diabète, obésité, en lien avec le neuroticisme surtout. Et voilà, et tout ça, en fait, ça pourrait être très compliqué de dire, bien sûr, que le trait de personnalité augmente le risque de manière directe d'une anomalie du vieillissement, mais ça pourrait être voilà, une succession de petites étapes et probablement que des modèles, des équations structurelles seraient plus adaptées pour ce genre d'analyse. Mais que ce soit la génétique, le mode de vie, beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte là-dedans. Le cadre social, bien sûr, parce qu'il y a des personnalités qu'on peut aussi nous-mêmes avoir tendance à facilement éviter parce que, personnalité particulière, toujours négative, bon, j'ai pas forcément envie d'échanger avec elle parce que c'est lourd aussi pour l'entourage et du coup, exclusion, repli sur soi, voilà, tout ça, c'est. J'aime bien ta réponse. Honnêtement, je suis content de l'entendre parce que à la lecture des articles en cours, j'avais l'impression que notre discussion était ou s'arrêtait ou n'allait pas assez loin. Je sais que parfois dans les articles, on est limité dans le nombre de mots et bon, on ne veut pas trop se lancer pour être détruit parce qu'on a des idées intéressantes, mais n'empêche que je dois hésiter, des idées sont bonnes, je pense que tu peux les appuyer, ces idées-là avec une littérature, puis on s'entend que quand on discute, on s'amuse un peu plus. Donc, pour ton futur, j'aime pas dans des articles, tout en étant prudent et en étant rigoureux, à proposer, comme tu viens de le faire, notamment avec moi, des possibilités, des pistes pour enrichir un peu les conclusions, les discussions. Merci pour la réponse. Merci à toi pour les commentaires, les questions. Merci beaucoup. Bon, merci pour cette présentation très claire. Pour moi, ça a été aussi un plaisir de lire ta thèse, qui a été très conséquente, avec plusieurs publications intéressantes en théorie de qualité. J'ai trouvé la thématique très intéressante, d'autant plus pour un collègue comme toi. Alors, c'est vrai qu'on nous critique souvent d'avoir une approche trop cognitive centrée. On pense que c'est bien décentré de ton parcours initial. J'ai beaucoup apprécié la thèse et la présentation qui était très claire. J'ai vraiment des questions qui sont plus d'ordre de la discussion à approfondir certains points. Alors, une première question qui est peut-être assez générale, en fait, c'est sur la base de tes travaux, sur la base de toute cette revue de littérature que tu as faite, toutes ces études que je connais maintenant. Est-ce que tu trouves que les symptômes neuropsychiatriques prédisent une évolution ultérieure vers la maladie neurodégénérative que le déclin cognitif précoce? C'est compliqué. C'est très compliqué parce que autant dans beaucoup de cas, que ce soit associé à des structures, associé à des métabolismes, on trouve souvent que oui, mais j'y trouve une telle inconsistance des résultats, que ce soit dans la littérature ou dans mes travaux, que ça me fait douter beaucoup. Et les symptômes neuropsychiatriques en eux-mêmes sont très certainement une excellente piste, mais notre manière de les appréhender, par contre, je pense que ça peut être très questionnable.
même si les outils sont validés, si on prend l'inventaire neuropsychiatrique, par exemple, il a été validé, revalidé dans plusieurs langues, plusieurs cultures, toujours avec des données statistiques parfois très importantes. Il n'empêche que l'évaluation reste subjective, même quand elle est faite par un clinicien. Et comme je disais tout à l'heure, il me semble que l'inventaire se focalise sur les 4 dernières semaines pour savoir si les symptômes ont été présents ou pas. Dans le vieillissement, les 4 dernières semaines, parce que je ne sais plus quelle est la fiabilité test-retest du NPI, mais je ne suis pas bien convaincu que ce soit la meilleure approche. Quelque chose que j'avais eu en tête il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, ce serait éventuellement de proposer une approche un peu différente des questionnaires. On garde les mêmes questionnaires et au lieu de préciser, on va se baser sur les 4 dernières semaines, on veut savoir si est-ce que le symptôme est présent, est-ce qu'il est sévère, etc. Depuis quand? On change un peu la question, on change un peu la construction du questionnaire et on demande depuis quand. Est-ce qu'il y a eu des phases avec, des phases sans? Est-ce que c'est constant depuis 10 ans ou est-ce que, je ne sais pas, moi, 2-3 fois par année, il y a un pop-up de symptômes? Voilà, je réfléchissais un peu à une approche comme ça. Même chose pour la cognition. Est-ce qu'il y a des moments où la personne elle a plus de facilité à faire les activités de vie quotidienne ou à retenir les choses, à être dans l'échange? Et j'imagine très facilement en fait une très grande fluctuation, même dans le trouble cognitif léger, pourquoi pas, hein, parce que souvent, en fait, le seul contexte où on s'intéresse à la fluctuation, c'est la démence à corps de Lewy. Sinon, la fluctuation, on en parle beaucoup moins, alors que ouais, je ne sais pas pourquoi ça a été construit comme ça, ou même dans l'échelle de dépression gériatrique. Il me semble que on se base sur les 2 dernières semaines, les symptômes des 2 dernières semaines. Oui, c'est un indicateur, mais ouais, je pense que ça limite un peu potentiellement la puissance statistique que pourraient avoir les symptômes neuropsychiatriques comme variable explicative ou comme association au vieillissement. Enfin, c'est une perspective personnelle à laquelle j'ai pensé, mais je me dis pourquoi pas. D'accord. Une autre question qui m'intéresse, c'est la relation entre ces symptômes neuropsychiatriques et cognitifs, et dans quelle mesure, en fait, les symptômes peuvent venir moduler l'intensité des troubles cognitifs, la sévérité des troubles cognitifs. Et nous, en étant neuroscientifiques chez les personnes vieillies, on avait remarqué que les symptômes dépressifs et anxieux avaient des troubles sémantiques qui étaient plus sévères que ceux qui n'avaient pas de symptômes dépressifs et anxieux. Je me demandais, est-ce que tu as pu voir des éléments semblables dans tes propres travaux ou dans tes analyses, ou même peut-être dans d'autres études que tu aurais lues? Et donc, pour savoir, est-ce que tu penses que le fait d'avoir des symptômes neuropsychiatriques peut intensifier la présentation cognitive dans un cognitif léger ou majeur? Alors oui, tout à fait. Alors des résultats similaires, oui, parce qu'en fait, finalement, quand on regarde plus ou moins l'ensemble de la littérature, si on cumule les résultats plutôt que de les recouper, même chose pour les approches structurelles. On voit finalement, typiquement pour la dépression, on voit finalement qu'il y a toujours une étude pour montrer une association avec un processus, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis si on cumule tout ça, on peut se dire, en fait, la dépression potentiellement peut s'associer à des performances moins bonnes dans tous les domaines quasiment. Et c'était pareil alors je ne sais plus si c'était une revue de littérature qui était sortie en 2016 et qui cumulait tous les travaux en IRM structurel en lien avec la dépression. Et en fait, en cumulant tous ces résultats, on voyait qu'en fait, l'ensemble des études montraient que tout le cerveau était associé à la dépression. Et je me demande si on pourrait pas, s'il n'y aurait pas parfois le même souci avec les études cognitives, mais outre la variabilité des résultats, ça montre quand même que les liens sont très fréquemment présents. Après, à savoir, est-ce que en fait, les symptômes neuropsychiatriques peuvent être associés ou impactants d'au moins 2 manières. Soit le symptôme neuropsychiatrique mène à une réduction des activités de laquelle découle une réduction des stimulations cognitives et donc une détérioration.
ou en soi les deux peuvent très bien venir conjointement. Il y a des cas de figure où c'est très compliqué de distinguer c'est quoi qui précède quoi et voilà, est-ce qu'on est dans de l'anomalie comportementale qui donne l'impression que la personne est cognitivement inapte, même l'inverse, comme je l'expliquais à l'issue de mon troisième travail, est-ce que ce ne serait pas les anomalies cognitives qui mènent aux symptômes neuropsychiatriques, puisque ben, une personne qui se sent en train de vieillir et qui fonctionne moins bien, il y a peut-être pourrait y avoir un phénomène de deuil de l'état antérieur. Il y a 5 ans, j'étais pas comme ça. Il y a 5 ans, j'avais une meilleure mémoire, je retenais tout, je retenais les noms. Et maintenant, si j'arrive à retenir 10 minutes d'un film, ça commence à être compliqué. Et le simple fait de prendre le risque de se retrouver confronté à la difficulté peut mener à être moins actif. Voilà, ce qui me pose difficulté, je le fais plus. Peut-être un peu comme une forme de procrastination chez les personnes adultes ou étudiantes, où la peur de l'échec, la peur de mal faire fait que soit on remet à demain, soit on contourne un peu le truc. Après, je ne fais pas exception, bien sûr. Hein, les souvenirs de mes 2 premières années de thèse où chaque fois que je devais faire de la programmation, je trouvais autre chose à faire. J'imagine très bien que dans le vieillissement, on peut aussi essayer de contourner un peu ce que l'on doit faire, ce qu'on attend de nous aussi. Le fait de moins faire de choses, ça peut mener à des tensions dans un couple, avec la famille, avec le cadre social, réduire les interactions qui elles-mêmes peuvent mener à une dégradation accentuée de la cognition. Donc là, voilà, j'en reviens à la temporalité, mais je pense que ça va être dans les années qui viennent, ça va être compliqué de cerner cet aspect-là pour essayer de dégager, tel qu'on peut l'essayer, de dégager le déclencheur ou le précurseur. Voilà, c'est réponse floue, mais je n'ai pas trouvé d'alternative. Merci. Moi, ce qui m'a un peu intéressé aussi, comme Jean-François, c'est cet aspect des traits de personnalité. Et ça m'a fait penser à une étude de Lévy et collaborateurs qui avait étudié en fait la perception du vieillissement, qu'elle soit positive ou négative, comme prédicteur du vieillissement cognitif, du vieillissement physique et même de l'espérance de vie. Vous avez montré que les personnes âgées qui avaient une perception négative de leur vieillissement déclinaient plus au niveau de la mémoire, avaient plus de problèmes de santé cardiovasculaire et au final, au bout d'une vingtaine d'années, ils avaient 7 années et demie, je pense, d'espérance de vie par rapport à ceux qui avaient une perception positive de leur propre vieillissement. Je pense que ça pourrait être intéressant à mettre en relation avec les traits de personnalité, justement certains traits comme le névrosisme que tu as souligné. Est-ce que tu sais, il y a des travaux déjà qui ont été faits là-dessus, et si ce n'est pas le cas, ça serait peut-être intéressant de mettre en relation aussi avec la perception du vieillissement et peut-être même, pourquoi pas, les stéréotypes négatifs aussi liés au vieillissement. Alors, tout à fait. Alors, concernant la littérature, perception du vieillissement et personnalité, je n'ai rien vu à ce sujet. Pas parce qu'il n'y a pas, mais juste parce que je n'ai pas cherché. Alors que, effectivement, ça mériterait d'être creusé, puisque même chez les adultes, les jeunes adultes, on sait que le processus de menace du stéréotype peut avoir des impacts sur les performances physiques et sur les performances cognitives. Que ce soit en psychologie cognitive ou en psychologie sociale, effectivement, il a pu être montré que le fait d'insinuer ou d'immiscer cette menace du stéréotype sur l'agisme, une vision négative du vieillissement chez des personnes jeunes, et leur faire faire ensuite pour leur faire croire qu'on les laisse libres de leur mouvement et voir comment se comportent les personnes en fonction de est-ce qu'on leur a mis le stéréotype ou pas. Et déjà là, chez les jeunes adultes, on voit des différences de comportement où ceux chez qui on a inséré entre guillemets le stéréotype dans leur esprit avaient des comportements plus proches de personnes âgées que ceux chez lesquels on n'avait pas posé le stéréotype, et pareil sur les performances cognitives. Donc on pourrait très vite imaginer les impacts très importants que ça peut avoir sur le vieillissement. Et
concernant la relation avec la personnalité, effectivement, ça mériterait de chercher, au final, chez les personnes, d'une part, qui ont des traits de personnalité négatifs forts, est-ce que le fait d'avoir ce stéréotype déjà présent accélère le vieillissement? Est-ce que les personnes avec des traits de personnalité plus positifs sont impactées de la même manière par les stéréotypes, etc. C'est vrai que ça pourrait être comment dire, ça pourrait avoir un rôle assez majeur finalement quand on voit voilà, le simple fait, la notion même de stéréotype qui est très, comment dire, qui peut être très envahissante, contaminante en quelque sorte, quand bien même on saurait qu'un stéréotype ne représente pas la réalité. Donc, ouais, merci pour la piste du coup, parce que ouais, ça mérite d'être creusé tout ça. Mais je vais laisser la parole à mes collègues, on va faire un deuxième tour. Merci. Cette discussion c'est vraiment une préparation de l'éducation de voir dans des parcours aussi dans le encore de humaine. Ça fait plaisir de voir le résultat qui était l'année plus tard ou l'évolution. Déjà, les présentations qui étaient déjà très soutenues au début, donc je peux voir que le portage aujourd'hui est génial. Merci. Et comme neuropsychologue, j'ai la chance de faire mon premier stage d'internat en psychiatrie. Alors, je vous écoute depuis tantôt avec beaucoup de souvenirs et beaucoup de questions. Je me comprends comment faire pour vous dire que c'est un temporalité. Bon, en fait, les limites de la recherche, parce que en clinique, c'est assez clair quand on voyait un gars qui est en train de développer un traitement. Il y a toute une historique de neuropsychiatrie, donc le besoin des choses spéciales de l'intérieur. Et de la même façon, quand les syndromes c'est un beau, c'est pour le l'emploi qui essaie de des symptômes neuropsychiatriques. Et pour le faire en recherche, ça prend des fois 20 ans de longitudinal dans les études où il y aurait et des syndromes neuropsychiatriques et des normaux qui développeraient l'un de l'autre la défense. Alors, on prendrait 4 groupes, 20 ans de suivi, personne ne va faire ça. Donc, bref, c'est intéressant, en plus, on a l'idée de confronter notre potentiel quand on fait quelque chose qu'on recherche. Et ça, Je me dis que enfin, le seul moyen que j'avais imaginé pour avoir les deux, pour avoir à la fois entre guillemets la rigueur de certaines choses examinées en recherche et cette approche clinique, ce serait de changer l'orientation de la construction des bases de données. Dans le sens où, dans les bases de données, on a, pour l'essentiel, des questionnaires, des données démographiques que tout le monde peut transmettre, un âge, un nombre d'années d'études, un statut génétique, etc. Mais ça ne devrait pas être impossible d'aller un peu plus loin dans l'examen clinique retranscrit en données de recherche, dans le sens où, particulièrement dans les hôpitaux, quand on recrute des participants pour des bases de données, des cadres de données, ce sont des personnes qui sont vues au préalable par médecins, neurologues, neuropsychologues, orthophonistes. Donc, il y a des données disponibles dans les dossiers cliniques des patients. Et malheureusement, il n'y a qu'une partie de ces consultations qui va dans le cadre de la recherche. Et tout ce qui touche à l'entretien clinique, souvent, ça reste à la clinique. Alors que ça pourrait largement bénéficier, très certainement qu'il y aurait un moyen de coder ces variables cliniques. C'est pas la première fois qu'on le ferait. Donc, ouais, je pense qu'on aurait beaucoup d'avancées ou entre guillemets, de mérite à inclure davantage de ces données-là, quand bien même elles restent subjectives. Parce que quand on demande à des patients ou à des proches, depuis combien de temps cet état-là est survenu, voilà, la personne essaie de se souvenir, c'est parfois vague, mais je trouve pas ça plus déconnant que de dire, au cours des 4 dernières semaines,
Est-ce que ce symptôme-là est survenu un peu, parfois, souvent, très fréquemment? Voilà, la personne essaie de se souvenir. Est-ce que c'est arrivé 3 fois par semaine ou 4? Bon, bah, voilà, le, le biais associé à la réponse euh, ne serait pas forcément plus important finalement. Et même chose finalement quand on interroge des proches, entre les proches qui essayent de minimiser les symptômes de leur conjoint versus les personnes qui, sachant que le conjoint a une maladie, va peut-être aller dans le sens de l'évaluation. Je sais qu'il a la maladie, donc potentiellement, il devrait avoir ce symptôme. Ah, je me souviens d'un comportement. Bon, ben, on va dire que c'était plus qu'avant parce qu'on sait qu'il y a la maladie, alors que potentiellement c'était une situation banale. Voilà, donc voilà. Peut-être une petite question, je vais montrer quelques exemples que on a appris que c'est un peu le nouveau joueur dans les paris scientifiques, et la reste. Oui. Non accompagné de dédicaces au niveau du bar. On le met dans le est-ce que vous l'avez regardé dans vos études? Est-ce que ça vaut la peine de distinguer cette question? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de créer un nouveau construit pour aller chercher plus d'éducation ou est-ce que c'est complètement autre chose? Non, l'apathie a tout à fait sa place, effectivement. C'est vrai que, bah, comme tu disais tout à l'heure, quand on travaille sur des bases de données, on est dépendant de ce qu'il y a dans la base de données. Et en l'occurrence, enfin, les bases de données approchées ne contenaient soit pas, soit peu d'évaluation de l'apathie, mis à part dans les bases de données ADMI et NACC. Et effectivement, l'apathie, bah, dans la première étude, on voyait que l'apathie était plus prévalente chez les hommes, les troubles cognitifs légers, je crois, par rapport aux femmes. Elle était associée à réduction de la performance chez les hommes en influence sémantique. Donc, l'apathie a effectivement sa place. Elle était aussi impliquée dans la prédiction de la conversion troubles cognitifs légers à maladie d'Alzheimer avant qu'on ne considère les habilités fonctionnelles, ce qui fait du sens finalement puisque les habilités fonctionnelles et les activités de la vie quotidienne, quand une personne présente de l'apathie élevée, les activités sont réduites par le fait. Donc, en ce sens-là, oui, l'importance est très grande. C'est un symptôme que j'aurais aimé plus retrouver dans les cadres de données. Malheureusement, ça n'a pas été systématique, alors même que c'est un symptôme, en tout cas quand on regarde les méta-analyses sur le sujet, ça fait partie des symptômes qui surviennent le plus précocement, parfois même avant le stade de troubles cognitifs légers. Et j'avais un deuxième point qui venait derrière. Ça reviendra peut-être plus tard. Mais oui, effectivement. Ah oui, ça y est. Et ça fait aussi partie des symptômes les plus prévalents, des premiers stades jusqu'aux stades les plus avancés. Plusieurs travaux qui soulignaient 6 symptômes qui étaient particulièrement prévalents par rapport aux autres. La dépression, bien sûr, l'apathie, agitation, irritabilité, anxiété et comportement nocturne. Et ça, c'est des choses qui reviennent très fréquemment. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait focalisé certains travaux sur ces 6-là, justement parce que la littérature montrait leur prévalence très élevée. Bon, il reste potentiellement qui sont bien expliqués, un peu massif, trop dérangeant, le conjoint erratique, c'est non dérangeant, agressif, qui développe des questions de faire, selon les arguments que Tout à fait. Et je ne sais pas si c'est une difficulté liée à l'apathie mais pour certaines, soit en clinique ou en recherche, c'est pas toujours évident de faire la distinction entre les symptômes de dépression et les symptômes d'apathie, même s'il y a des classifications qui ont montré leurs différences, des études neuroanatomiques qui montrent leur dissociation, même si elles peuvent survenir ensemble. Peut-être quelque chose qui manque un peu avec l'apathie, même quand on l'évalue de manière globale, c'est qu'il y a plusieurs travaux qui ont mis en évidence différents types d'apathie, des apathies très motivationnelles, des apathies plus cognitives, des apathies plus affectives.
un peu au même titre que dans l'agitation, l'agressivité, on peut distinguer le versant verbal, le versant physique, etc. Et peut-être que l'évaluation globale de l'apathie pourrait présenter ses limites quand on sait les différents sous-types que l'on peut voir émerger. Peut-être une petite dernière question. Moi, je pense que moi, j'ai pu comprendre, un peu de travail avec la Oui. de le doctorat Cam, justement. Et donc, j'ai toujours des questions par rapport à cette interaction-là psychiatrique et aussi liée qu'il y a un point que je n'ai pas entendu. Et on va construire la réserve. Parce que le patient qui a des lésions cérébrales, un patient avec trouble neuropsychiatrique, qui veut, ça prend en compte un autre, c'est pas non plus bipolaire, l'un qui a des très tôt et l'autre qui est hyper armé pour défendre et puis même pour piéger une relation psychiatrique parce qu'il connaît le domaine, ça arrive souvent. Alors, et d'ailleurs, les patients qui ont des crises sont complètement différents. Ça ne peut pas se déployer dans la façon de vivre, je fais de la défense, donc je fais de la réserve là-dedans. Et bien, l'étudier, c'est des choses qui sortent dans le domaine, c'est des choses à ajouter dans le futur pour. Alors, on l'a pas étudié en tant que tel, et que ce soit au niveau des travaux, que ce soit au niveau de la littérature, etc., c'est pas quelque chose que je maîtrise du tout, que ce soit sur le plan méthodologique, que ce soit au niveau du concept. C'est quelque chose qui m'échappe encore un peu. C'est partie des choses le genre de choses qu'on lit plusieurs fois, mais on a un peu de mal à se représenter ce que ça représente. Un peu le même principe que les processus de compensation. Voilà, c'est quelque chose d'assez vague pour moi, mais j'ai du mal à le concrétiser dans mon esprit. Nous, les seules choses qu'on aurait pu faire par rapport à ça, c'est le fait de contrôler tous les modèles pour le nombre d'années d'études, mais ouais. Mais quelque chose qui pourrait être fait en plus, c'est contrôler pour le métier antérieur. On pourrait très bien voir quelqu'un qui a un très haut niveau d'études et qui fait un métier moins stimulant cognitivement pendant toute sa vie, à l'inverse, quelqu'un qui a arrêté très tôt ses études et qui fait un travail extrêmement stimulant sur le plan cognitif et intellectuel. Et probablement ne considérer que le niveau d'études n'est pas suffisant. Bon, là, on a entre guillemets le mérite d'avoir considéré le nombre d'années d'études et non pas le niveau socioculturel, parce que selon les classifications, le niveau socioculturel s'arrête bas, et c'est pas représentatif de la diversité que l'on a là-dedans. Après, quelque chose qui, surtout probablement en psychiatrie aussi, est quelque chose qu'on ne contrôle pas, quelque chose à laquelle on n'a pas vraiment accès en recherche, ça va être l'état antérieur de la personne. C'était quoi son niveau cognitif d'avant? C'est là toute la difficulté, même pour le trouble cognitif léger, c'est que on voit une première fois la personne, on lui fait ses évaluations, bon ça remplit les critères, mais comment dire? Comment? C'est ça. C'est ça. Est-ce que pour arriver à son score déficitaire en mémoire, elle est passée de +1 écart-type à -2 en 2 ans, ou est-ce qu'elle est passée de -1,5 à -2 en 5 ans? Du coup, ça aussi, c'est assez limitant, à la fois dans la recherche et dans la clinique, bien sûr. Mais ouais, c'est un peu la difficulté. Oui. Ok. En fait, c'est ma curiosité scientifique qui pose quand même à une cliente aux deux. Je fais le parallèle entre les sciences cardiovasculaires et le vieillissement. Et ma première question concerne, en fait, vous l'avez abordé un peu les risques. Nous savons en sciences cardiovasculaires, le syndrome métabolique, hypertension, diabète, hypercholestérolémie, et une association directe avec la maladie cardiovasculaire. Est-ce qu'il y a des études dans ce sens-là avec les symptômes neuropsychiatriques?
Et pour l'héritage, en fait, maladie d'Alzheimer. Alors, concernant la démence et maladie d'Alzheimer, oui, tout à fait. Pas mal de travaux qui montrent que ces risques, ces maladies chroniques constituent des facteurs de risque de déclin accéléré ou de développement de troubles cognitifs ou de maladies neurodégénératives. J'ai rien vu par contre concernant les symptômes neuropsychiatriques, mais il y a de très fortes chances que oui. Si je reviens un peu à la temporalité que je décrivais tout à l'heure, bien évidemment, c'est pas une situation exclusive, mais si le mode de vie est en partie défini par la personnalité et que ce mode de vie augmente la probabilité d'avoir des anomalies cardiovasculaires, probablement que ce cheminement pourrait conduire dans certains cas à un plus gros risque de symptômes neuropsychiatriques. Après, on pourrait très bien imaginer des trajectoires très différentes entre les personnes en fonction des raisons de l'émergence des anomalies cardiovasculaires. Est-ce que c'est dû disons, à des comportements très prosociaux, par exemple, que ce soit vis-à-vis de la consommation, et à l'inverse, est-ce que de mauvaise consommation due à un mode de vie très négatif mènerait finalement à la même anomalie cardiovasculaire, alors que ce qu'il y a derrière ne présage pas de la même manière du vieillissement qu'il y a après ou des symptômes neuropsychiatriques. Mais dans certains cas de figure, j'imagine très bien qu'il puisse y avoir du lien. Bien, je peux vous encore une petite question. Vous avez aussi un point de vue de sexe, la différence c'est les symptômes. Bon, c'est connu aussi dans la maladie cardiovasculaire au niveau de la ménopause et l'andropause, maintenant, de plus en plus, les maladies cardiovasculaires. Est-ce que vous avez observé la même chose au niveau des études de la différence entre ces symptômes? Et si les traitements de remplacement, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, influencent en fait les symptômes neuropsychiatriques? Oui, alors il y a très peu d'études sur ces associations-là. En tout cas, ça fait partie des études que j'ai le moins vues. Mais effectivement, dans le vieillissement, il y a quelques résultats qui montrent que une baisse, après, si on reste sur la ménopause par exemple, une baisse plus importante d'œstrogène ou un maintien à plus long terme du niveau de testostérone chez les hommes va venir fluctuer la sévérité de certains symptômes comme l'agitation et l'autre, je ne sais plus, dépression ou apathie, bon, ben, voilà, du coup, je ne sais plus, entre les deux. Mais effectivement, il peut y avoir des fluctuations liées à ça. Et ces fluctuations-là s'étendent jusqu'aux plaques amyloïdes. Et concernant les traitements de substitution, ils ne vont pas avoir les mêmes effets. Enfin, il y a des études qui montrent que l'effet n'est pas le même en fonction du moment où le traitement est appliqué. Notamment, il me semble que c'était à un stade très, très précoce, vraiment avant l'apparition de troubles cognitifs, que thérapie oestrogène, par exemple, réduirait le risque de troubles cognitifs dans les années à venir, alors que si le même traitement est appliqué chez une personne qui a déjà des troubles cognitifs, il semble que ça ait un effet inverse. Et même chose vis-à-vis des associations cognitives et essentiellement ça, associations cognitives et même structurelles, cérébrales, le maintien à quantité testostérone ou œstrogène ou hormone LH par exemple, à quantité égale, à quantité similaire, l'association cognitive et cérébrale ne sera pas la même en fonction de si on regarde quelqu'un qui est cognitivement normal, quelqu'un qui a un trouble cognitif léger ou quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer. Donc on en vient en fait à une quantité d'interactions entre des prédispositions génétiques autres que sexuelles et la génétique sexuelle, le vieillissement hormonal et les stades de déclin cognitif. Tout ça, ça me rappelle une remarque que tu m'avais fait, Louis, il y a 2 ans pour mon examen de synthèse, où les études hommes-femmes sont très intéressantes, mais
quand on veut considérer tous les facteurs qui sont associés à ça, ben, on arrive à une quantité d'interactions qui fait que ça devient extrêmement compliqué de démêler tout ça. Et effectivement, ben, j'avais évoqué tout ça suite à ton commentaire euh, pour ma thèse. Et effectivement, plus je lisais sur le sujet, plus je voyais des interactions potentielles et plus je commençais à me dire, ouf, ça commence à être compliqué, là. Donc, il y a des impacts, mais pour démêler. Pour rebondir là-dessus, c'est très drôle de voir que il y a aussi longtemps, on se faisait critiquer quand il y avait pas assez d'hommes ou femmes dans les études. Et là, il a fallu faire des études très balancées pour avoir des facteurs de concours. C'est vraiment ce qu'on va revenir. C'est seulement les hommes qui font des femmes. Seulement les femmes. Parce que justement, quand il y a une compagnie qui a tout derrière, c'est pas en modèle animal. Oui, ah bah oui. Mais c'est très critiqué, c'est lui-même, John va revenir. Moi, comme elle est. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ça. J'ai quelques questions encore. C'est quand on pense que le co-pédagogisme, en fait, les deux, c'est ça. Je pense que les deux, à la fin, ils sont en bon, ou je ne sais pas si tu as eu une soumission ou quoi que ce soit, mais. Pas encore, mais entre les mains des co-auteurs. En co-pédagogisme, est-ce que tu as observé des hyper-pédagogistes? Oui. Si oui, où et comment tu pourrais expliquer ça? Est-ce que ce soit une idée de la rendre ces hyper-pédagogistes? Alors, oui, déjà pour les hypermétabolismes, que ce soit en... Alors, il y en avait un qui restait significatif avec le PET-FDG dans la classification cognitivement normale TCL. Je peux revenir dessus parce que je ne me souviens plus des localisations. Fronto-orbital moyen gauche. Et en fait, quand je voyais ça, quand je voyais, voilà, j'ai 3 hypométabolismes droits qui sont associés à la classification du trouble cognitif léger, et j'en ai un à gauche qui est hyper. Moi, ma première pensée, ça a été, bah, est-ce qu'il n'y a pas, soit une compensation quelque part, soit est-ce que, dépendamment des stades de déclin, on a déjà vu des structures cérébrales être un peu augmentées en taille dans les tout premiers stades. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un effet similaire avec le métabolisme? Et c'est la même chose finalement avec les données PET-tau. Là, c'est pareil. Donc là, on a plus la dépression est élevée, plus le risque d'être classifié comme déclinant est élevé. Et là, c'est voilà, pareil. Plus on a de charge tau dans l'orbitofrontal, même chose. Plus on a de charge tau dans le cervelet, même chose. Par contre, on a l'inverse en fait avec l'hippocampe gauche. Et il y a des travaux qui suggèrent que la charge tau ou amyloïde, en fonction de la quantité, ça a un effet très délétère sur les neurones ou un effet neuroprotecteur. Alors, je ne sais plus si j'ai mis la slide quelque part, mais à des taux, disons, relativement faibles dans une structure, mais présents de manière débutante, il semblerait qu'il y ait un effet de maintien de la structure. Alors, il y avait un lien avec l'inflammation ou un très faible taux voilà, était protecteur et anti-inflammatoire. Et après, à des taux plus élevés, là, ça avait un effet délétère pro-inflammatoire qui enclenchait la dégradation accélérée des neurones. Et comme on est dans des stades très précoces, finalement, puisque là, on est vraiment chez des individus totalement sains sur le plan physique, biologique, cognitif. Du coup, ça me surprend moins de voir les deux, des structures où les charges sont positivement associées à la cognition et d'autres fois négativement. Et même chose dans l'étude PET-FDG, où là, on est sur une classification TCL débutant, TCL très débutant et personne cognitivement normale. Et autre chose, il y avait aussi, enfin, pour le PET-tau, les co-auteurs avaient suggéré un impact du radiotraceur utilisé. Apparemment, il y a entre les radiotraceurs utilisés pour la détection des charges tau, il y aurait
une différence de sensibilité quant à la, voilà, quant à la réelle charge, quant à la réelle charge détectée. Est-ce que c'est pas une consomme sur les deux immeubles? Bah, a priori, pour les protéines tau, j'aurais tendance à dire que non, puisque les protéines tau sont une conséquence de la dégradation des neurones, puisque pour avoir de la protéine tau dans les espaces extracellulaires, il faut que des neurones touchés par cette protéine tau se soient dégradés. Par contre, dans le cadre d'un processus inflammatoire, on peut trouver des associations positives métaboliques du glucose, de neurones, enfin de combinaisons neurones-astrocytes qui luttent en quelque sorte. Voilà. Après, pour un versant, un peu plus fonctionnel, je sais qu'il y a, j'ai en tête un travail qui nous avait été présenté en Suède. C'était un travail chez l'adulte qui montrait les associations volumes cérébraux, IRM fonctionnel, qui montrait en fait que lors d'une tâche cognitive, ils avaient alterné pas de tâche cognitive, pas de tâche cognitive. Ils ont remarqué que chez un même sujet, le volume cérébral en IRM structurel fluctuait en même temps que l'IRM fonctionnel. Et on pourrait se demander justement, est-ce qu'au niveau métabolisme du glucose, on peut retrouver la même chose? Et bon, là, j'ai aucune idée de comment on pourrait tester ça dans une imagerie PET, mais ça, surtout pour des personnes qui sont très débutantes et qui ne sont pas très marquées finalement par un processus dégénératif, pose la question de la variabilité interindividuelle et est-ce qu'une IRM, surtout analysée informatiquement comme ça, sera la même en fonction du processus cognitif que le patient a pendant l'examen. Bon, j'ai aucune certitude sur l'importance de ces effets-là, mais j'imagine très bien, en tout cas pour l'IRM structurel et pour le PET-FDG, que informatiquement on puisse avoir des petites fluctuations comme ça en lien avec les processus qui opèrent de manière automatique, que ce soit même à l'état de repos avec le fonctionnement du réseau par défaut, des choses comme ça. Je me suis un peu... C'était quand même autre chose, les bases de données que tu utilisées, j'imagine que tu avais accès à la médication. Alors, il y avait un accès à la médication, mais pour beaucoup de... Comment dire, en tout cas, à l'inclusion à la baseline, parce que si je prends les études 1, 3 et la base de données la base de données suédoise pour l'étude sur la personnalité et les bases de données belges. Voilà. La plupart, en fait, avaient pour critère d'exclusion l'utilisation, à la baseline en tout cas, comme critère d'exclusion l'utilisation des psychotropes et de médications pouvant impacter le système nerveux central. Par contre, ce n'était pas le cas dans NACC. Ça, je sais que oui. Je sais que ce n'était pas le cas. Par contre, on n'a pas regardé la médication de manière directe. J'ai juste relevé des limitations, des réductions du risque que les personnes prennent ce genre de médication, dans le sens où tout trouble mentaux, à l'exception de l'étude sur la dépression, tout trouble mentaux était exclu de nos analyses. Toute étiologie autre connue que maladie d'Alzheimer était exclue aussi. Voilà. Après, pour les bases de données belges, je sais qu'il y avait des limitations, des critères d'exclusion pour les symptômes neuropsychiatriques trop sévères. Par contre, anxiété et dépression dépassant un certain seuil, c'était exclu aussi. Donc, tout ça, en fait, limite la probabilité que les personnes prennent une certaine médication. Et il me semble que pour le devis longitudinal de la base de données suédoise, les personnes qui développaient un trouble mental pendant le suivi longitudinal ou une étiologie autre que maladie d'Alzheimer sur le plan longitudinal étaient complètement éliminées des analyses. Donc, en ce sens-là, on a quand même essayé de contrôler un maximum ce facteur-là. L'info n'était pas disponible de façon très précise, mais par exclusion,
l'effet est probablement limité, mais on sait de façon claire. Ouais. Après, concernant l'accès des données, je ne sais pas à quel point l'information était précise dans les bases de données. Je sais qu'il y a des données liées à la médication, mais je ne l'ai pas regardé en détail et on avait estimé que les critères d'exclusion de nos groupes, ouais, c'est ça. Autre aspect, on parlait de vasculaire tout à l'heure, concernant les MCI, est-ce que c'est porté à point, est-ce que c'était concentré sur les MCI de type amnestique? C'était MCI. C'était MCI. Grand groupe, ouais. sans préciser la nature ou la sévérité de MCI, avec accès à 5 autres, par exemple. Ouais, dépendamment des bases de données, l'information était accessible, mais là, on a fait le choix de considérer l'ensemble des MCI, même si on sait que, de manière générale, alors pour NACC, je ne suis pas sûr, mais pour ADNI, il y a plus, la majorité, c'est des MCI amnésiques, même si les autres sont... Oui, oui. Ouais, il y a des critères spécifiques pour les MCI amnésiques, même si les autres peuvent être présents. Après, dans l'ensemble des études, on a tout de suite exclu la moindre détection d'une étiologie autre que maladie d'Alzheimer. Et puis, comme je disais, pour les études longitudinales, les personnes qui ont eu un changement de diagnostic, qui ont eu un changement d'étiologie, etc. Vasculaire, démence vasculaire ou démence mixte. Oui. Oui. À chaque fois que les données diagnostiques étaient disponibles, voilà, à chaque fois qu'il y avait ne serait-ce que les personnes qui avaient un état, présentaient un état démentiel pour lequel on n'avait pas de certitude sur l'étiologie, exclusion aussi, toutes les personnes qui sur le plan longitudinal ont développé un parkinsonisme ou quelque chose comme ça, on les a exclus aussi. Puis comme tu disais, démence mixte, démence vasculaire. On s'était posé la question de faire quelques analyses sur la démence vasculaire, en l'occurrence, puisque dans la base de données suédoise, les personnes qui développaient une démence vasculaire sur le longitudinal étaient relativement nombreuses. Puis on s'est dit, on verra ça plus tard, on focalise vraiment sur maladie d'Alzheimer, même si effectivement quelque chose quelque chose qu'on aurait pu davantage exploiter, c'est le versant physiopathologique. Bon, là, c'était pas au début, en tout cas, comme c'était pas le sujet direct, je voulais pas trop multiplier les variables et les covariables, parce qu'après, on a eu le cas de figure, pareil, avec la base de données suédoise, il y a eu des moments où on essaie de chercher un juste milieu entre qu'est-ce qu'on considère comme covariable. Effectivement, après, on pourrait toujours en inclure d'autres sur le mode de vie, le fonctionnement social de la personne, le sentiment de détresse, le sentiment de bien-être, le tabagisme, la consommation d'alcool, etc. Mais il faut aussi faire en fonction de la taille d'échantillon qu'on a, parce que si on a autant de convariables que de sujets. Mais c'est des choses auxquelles on a pensé tout à fait. Une dernière question, un peu en lien avec ça. Donc, dans ces données-là, on a pas cette information. Mais est-ce qu'on sait quand même, parce qu'on donne des fois des antidépresseurs, des neuroleptiques, etc., pour les NP, donc est-ce qu'on sait si la réponse au traitement joue sur le pronostic, en fait? Alors oui, tout à fait. Donc là, ça va dépendre des traitements et du moment de la mise en place du traitement. Un peu comme pour les thérapies hormonales, en fonction du moment où on met en place le traitement, ça peut altérer le fonctionnement ou le protéger, entre guillemets. Typiquement, ce qui ressortait, c'était que les traitements de type lithium, typiquement, ça montrait un effet plutôt protecteur au cours du temps, au cours du vieillissement. La clozapine aussi, il me semble. Après, pour les choses un peu plus classiques, tous les antidépresseurs, tous non, mais de manière globale, les antidépresseurs de type tricyclique montraient un effet plutôt protecteur sur la cognition, par exemple, alors qu'à l'inverse, il me semble que c'était
les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine qui avaient des effets plutôt négatifs sur le vieillissement, ce qui était assez contre-intuitif puisque chez les adultes, adultes plutôt jeunes et chez l'animal, chez le rat particulièrement, il a pu être montré que les ISRS avaient un rôle avait un effet d'augmentation de la neurogénèse dans les hippocampes et d'augmentation de la survie des neurones nouvellement créés à l'âge adulte. Et a priori, ce n'est pas du tout des résultats qui se retrouvent dans le vieillissement. Donc, dépendamment de la période de vie à laquelle sont appliqués ces traitements-là, les effets pourraient être c'est à birth, la population sont ensemble, mais je pense par exemple au LSD, le Live Depression, on sait que c'est des personnes qui développent une dépression à un âge avancé pour la première fois, quand on a un milieu avant, répondent moins, répondent pas aux antidépresseurs. Chez ceux qui vont évoluer plus tard dans la maladie d'Alzheimer, relativement à ceux qui ne vont pas évoluer. Donc, c'est un peu dans ce sens-là la question, c'est est-ce que l'absence de réponse à un traitement détermine plus tard la risque d'évolution augmentée vers une maladie neurodégénérative? Alors, ça pourrait dans le sens où la non-réponse à un traitement peut être un indicateur de c'est pas une dépression telle qu'on peut la voir dans le trouble dépressif majeur plus classique où bien souvent les ISRS vont avoir de bons effets ou les inhibiteurs de la monoamine oxydase. Là, quand les traitements classiques ne fonctionnent pas, on peut rapidement faire l'hypothèse d'un autre type finalement, d'une autre étiologie de la dépression. Et là, on sortirait du cadre psychiatrique pour être typiquement disons, dans de la dépression neurologique, si je puis dire, et donc être un indicateur de gravité ou de plus mauvais pronostics, effectivement. Pour la présentation. Félicitations, merci pour les études. Je vais revenir assez en droit. Pour ici, si vous voulez, encore une fois, on poursuit dans le bouche, concrètement, actuelle, après, terminer le pas. Continuons à le venir, le prix de la surface sévère et la réduction. Est-ce que, actuellement, sur le regard du plancher individuel, il y a un lien entre eux sur les termes de regarder ensemble comment suivre loger ces problèmes. Alors, je trouve maintenant que l'approche, disons, indépendante des symptômes neuropsychiatriques les uns des autres présente certaines limitations dans le sens où il y a beaucoup de symptômes qui surviennent ensemble. Il y a pas mal de travaux qui montrent que des symptômes surviennent préférentiellement par groupe. Enfin, c'est quand même assez... c'est pas la majorité des cas où les symptômes surviennent de manière très isolée. Et on le retrouve sur le plan morphologique dans le sens où les symptômes, quoi qu'ayant des associations différentes, ont aussi des associations similaires entre eux. Ce qui montre aussi que sur un plan neuroanatomique, on a peut-être une base commune à certains symptômes, ce qui me laisse à penser que ce serait maintenant préférable de s'intéresser au regroupement de symptômes plutôt qu'à chacun séparément. Après, bien évidemment, je reste dans cette optique de pouvoir regarder à la fois la sévérité des symptômes et les différences de morphologie, particulièrement dans un cadre longitudinal. On peut regarder à la fois si sur un moment baseline, les structures sont différentes entre les personnes qui ont différentes sévérités de symptômes,
et voir si cette différence-là est aussi annonciatrice d'un déclin plus rapide. Si je prends les données qu'on a pu trouver dans la base de données suédoise, ce n'était pas toujours le cas. Par exemple, au niveau baseline, on peut très bien voir que, en fonction de la sévérité de certains symptômes, les structures sont différentes, mais que sur le plan longitudinal, ça ne change rien. Le déclin reste le même pour chaque, pour chaque groupe, en quelque sorte, qu'importe la sévérité de ce qu'il y a avant. Et en ce sens-là, très certainement qu'on peut distinguer à la fois des structures qui sont peut-être des structures de fragilité, mais qui vont garder la même stabilité dans le temps, alors que d'autres vont commencer seulement à accélérer leur déclin à un instant T. Moi, je trouve que les données que j'ai pu avoir, quoique très enrichissantes et importantes, restent insuffisantes pour pouvoir déterminer voilà, quel symptôme associé à quelle structure va indiquer tel déclin, même si la porte est encore grande ouverte, que d'autres l'ont fait à leur manière avant moi et probablement d'autres sont en train de le faire, mais cette considération reste bien évidemment d'actualité. Après, de mon point de vue, je ne sais pas si c'est une appétence intellectuelle ou affective avec le PET scan, parce que dans le PET scan, il y a des couleurs et je trouve ça très beau aussi. Mais sur un plan longitudinal, c'est vrai que quand on veut s'intéresser au déclin très précoce, je garde des réserves sur l'IRM structurel, puisque pour voir des différences structurelles entre des personnes qui sont encore cognitivement saines, ça reste compliqué, alors que les autres approches plutôt métaboliques permettent de mettre en évidence des caractéristiques de maladie bien avant les atrophies. Et je trouve, c'est une approche que je préfère. Donc voilà, même si je garde en tête l'importance de l'IRM dans les études et dans la clinique, je trouve que la piste métabolique est au moins aussi importante, même si moins pratique à appliquer, dû à l'injection de radiotraceurs et aussi le fait que les PET, je ne sais pas comment c'est ici, mais je sais qu'en France, les PET tau et amyloïdes dans la clinique ne s'utilisent pas encore. On est encore très PET FDG, PET oxygène, PET fer éventuellement, mais voilà, je garde en tête que ça pourrait être très, très aidant et toujours un peu moins invasif que la ponction lombaire. Je dis pour quelqu'un. Alors, Très bien. Oui. Merci beaucoup. À plus tard. J'aimerais bien savoir comment on... Ah, tiens, attends, je stoppe l'enregistrement, je mets en pause l'enregistrement. alors
Lucas Pellegrona, j'ai l'honneur de vous annoncer que les membres du jury, après avoir examiné votre thèse et assisté à la soutenance que vous en avez faite, recommandent à l'unanimité, à la faculté des études supérieures et postdoctorales de l'Université de Montréal, d'accepter votre thèse puisqu'elle satisfait aux exigences de grade de PhD et vous recommande pour le titre de docteur en sciences biomédicales. Et le comité a jugé la thèse et la prestation de ce matin comme étant excellente. Félicitations. Merci beaucoup. Pour avoir choisi Montréal et pour avoir que ton chemin pour les études locales. Et c'était un grand plaisir. Et le chercheur est vraiment déjà bravo, vous avez fait un travail excellent, 4 publications, études de recherche déjà publiées, un review déjà publié, 4 manuscrits en tant que premier auteur soumis et 3 autres manuscrits en tant que co-auteur, soit en préparation, soit soumis. Donc vraiment bravo. Et tout ça, seulement 4 plus 1 de longtemps, année. Donc on a une prestation excellente. Et plus que ça, il faut prendre en considération que je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il y a déjà un post-doctorat, ce qui montre encore une fois la grande valeur de la recherche des excellents. Je tiens de remercier aussi pour être un collègue excellent, un collègue exceptionnel, excellent, un collègue avec qui j'ai eu des discussions très approfondies et de remercier d'avoir poussé, d'avoir influencé la direction du labo et spécifiquement, si on veut, si on parle de cette direction dans le labo et à changer maintenant la direction pour faire des stimulations, des certaines stimulations afin d'induire les émotions, pour se gérer, et pas tellement de l'hémisphère, donc de le faire plus objectivement. Donc, moi, je tiens à remercier Romy, Bernard Lecaille est ici, il est venu de France hier, bienvenue encore une fois à Montréal. Félicitations d'avoir élevé un fils brillant. Aujourd'hui, vous pouvez voir les fruits de votre travail moyennaire, qui est un fils très, très difficile. Donc, vraiment, félicitations encore une fois, bravo et bonne chance dans les futurs projets. Merci beaucoup. J'avais prévu un petit quelque chose pour le mot de la fin. J'avais un petit peu fait exprès. J'avais fait ce petit nuage de mots vis-à-vis de ce que la recherche représentait pour moi. J'ai mis un petit peu ce qui me passait par la tête, à la fois les aspects positifs et négatifs. Déjà la simple conséquence de la curiosité, de la découverte, de l'amélioration du monde, l'amélioration de prise en charge, des diagnostics, qu'importe, dépendamment de notre domaine, mais aussi le partage, la transmission des connaissances. Et je voulais avoir une pensée pour mes collègues étudiants, étudiantes, au doctorat, avant ou après, vis-à-vis de toutes les petites choses un petit peu négatives qu'on peut rencontrer parfois, comme le sentiment de solitude, le sentiment d'illégitimité, même au doctorat et probablement même au post-doctorat, voire après, où on a un petit peu de mal à trouver sa place et à se dire, mais est-ce que je suis vraiment assez bon finalement pour ces choses-là? Et à mettre des années à y croire pour de vrai. Et je voulais leur témoigner à la fois ma sympathie et mon soutien en leur demandant
de se débarrasser autant que possible de ce genre de doute parce que souvent on est les seuls à douter de nous-mêmes quand bien même l'entièreté de notre entourage nous dirait non, c'est vraiment bien ce que tu fais, mais allez savoir pourquoi. Même en tant que chercheur, on a beau avoir une quantité de preuves accumulées en ce sens, on a toujours du mal à s'y faire. Et voilà, je voudrais remercier bien évidemment Alex pour son accueil, de m'avoir donné ma chance dans ce labo via cette rencontre il y a 5 ans maintenant. Voilà, d'avoir pu générer un contexte de recherche propice à beaucoup de développement, beaucoup d'autonomie, d'apprentissage. Je me suis senti particulièrement libre dans cette thèse et heureusement pour moi, j'ai l'impression de ne pas avoir vécu finalement certaines difficultés de beaucoup de mes collègues, en tout cas via les expériences que j'ai pu récolter. Donc, quand je repense à tout ça, je me dis que voilà, si j'avais fait ma thèse dans un autre endroit, ça n'aurait pas été aussi bien. Je suis très heureux d'avoir pu faire les choses un peu comme je l'entendais, avec mes idées, mes méthodes, d'avoir pu voyager aussi, parce que je sais que tous les étudiants n'ont pas la chance de collaborer à l'international comme ça, donc non, vraiment très, très riche et jamais j'aurais pu m'imaginer en faire autant en venant ici ou en faisant un doctorat. Donc merci pour tout ça, pour ta personne et pour les échanges qu'on a pu avoir, bien sûr, parce que je sais que tous les étudiants n'ont pas la chance d'avoir cette liberté d'échange et d'expression avec leur directeur, donc c'est particulièrement important et aidant. Merci pour tout.